Une ruelle sombre, une trahison qui a tout anéanti et une vengeance qui est sur le point d'éclater. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire où les liens du sang ont été rompus et où la vérité devient l'arme la plus mortelle qui soit. Et tout ça, ça culmine en une seule phrase, une question murmurée qui est une véritable promesse de chaos. Bonjour, c'est moi. Est-ce que t'es songé moi? Bonjour, ma sœur. Est-ce que je t'ai manqué? Rien que ces mots. C'est à la fois si simple et absolument terrifiant. C'est le point d'orgue d'une nuit de vengeance mûrement réfléchie. Mais pour vraiment saisir toute la puissance de cette confrontation, il faut revenir en arrière. Il faut plonger dans les ombres qui ont mené à ce moment précis. Alors, commençons. Première partie, ombre dans la ruelle. L'histoire s'ouvre sur un décor qui est bien plus qu'un simple arrière-plan. C'est un véritable miroir de l'âme, où chaque ombre semble cacher un secret, et où le froid de la nuit n'est rien comparé à la blessure intérieure. On y est. Imaginez la scène, une ruelle détrempée, le genre d'endroit qu'on évite. La seule lumière vient du néon d'un bar, le Midnight Bloom, qui clignote, un peu comme un mauvais présage. Et ces ombres qui dansent sur les murs. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas que sur les murs. Elles sont aussi le reflet du chaos qui règne à l'intérieur de la narratrice. Le froid qu'elle ressent, ce n'est pas la pluie. Non, c'est un froid glacial, celui de la trahison. Et voilà le cœur du conflit. Il ne s'agit pas juste d'une histoire d'amour ou d'argent, c'est bien plus profond. C'est une attaque contre son identité même, contre sa raison. Quand le texte nous dit que son cœur est rempli de glace, ce n'est pas qu'une image. C'est littéralement le carburant de sa vengeance. Là où il y avait de la chaleur, de la confiance, il n'y a plus qu'un vide absolu, un froid polaire. Deuxième partie, les deux roses noires. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord se souvenir de ce qui a été détruit. Un lien qui, autrefois, semblait totalement indestructible. D'un côté, on a l'image des deux roses noires, un symbole puissant, deux sœurs inséparables, unies. Et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui. Une femme seule, trompée, réduite à n'être qu'un simple pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette transformation est brutale. La trahison n'a pas seulement brisé un lien, elle a complètement effacé une identité qu'elle partageait. Et voici le déclencheur, l'homme, celui dont l'arme n'est pas un couteau, mais quelque chose de bien plus insidieux. Son charme trompeur et ses promesses d'un avenir meilleur. C'est de la manipulation sentimentale à l'état pur. Il a exploité la moindre faille pour tout faire voler en éclats. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que la narratrice, elle, avait vu clair dans son jeu depuis le début, ce qui rend la trahison de sa propre sœur doublement amère. Troisième partie, le venin de la trahison. On retourne dans cette ruelle sous cette pluie battante. Parce que le passé, c'est une chose, mais à cet instant précis, la trahison est en train de se jouer en direct sous les yeux de la narratrice. La blessure n'est plus un souvenir, elle est à vif. Elle est là, dehors, dans le froid, et elle regarde à travers cette fenêtre sale. Ce qu'elle voit, elle le décrit comme un tableau tordu de trahison. Sa sœur et lui, ensemble. Elle entend même sa sœur rire, un rire qui était autrefois une source de joie et qui maintenant résonne comme la pire des insultes. C'est ça, le venin. La douleur n'est plus une cicatrice, c'est une plaie ouverte. Et cette métaphore est absolument glaçante. Une vipère enroulée autour de sa proie. Ça dit tout. On ne parle pas d'amour ici, mais de possession, de prédation. Cet homme n'est pas un amant, c'est un prédateur. Et sa sœur est la proie. Ce n'est pas une étreinte affectueuse, c'est un piège qui est en train de se refermer. Quatrième partie, une vérité dans la poche. Là, la tension monte encore d'un cran. La narratrice n'est pas venue les mains vides, elle a une arme. Mais attention, ce n'est pas ce qu'on imagine. Sa vengeance sera psychologique. Elle est conçue pour démolir, pas pour tuer physiquement. Alors la question que tout le monde se pose, quelle peut bien être cette fameuse arme secrète? Le récit insiste sur le poids de cet objet dans sa poche, petit et froid. Le suspense est à son comble. Qu'est-ce qui peut être plus puissant, plus dévastateur qu'une arme à feu dans une situation pareille? Et la révélation est incroyable. Son arme, ce n'est pas une arme. C'est quelque chose de bien plus puissant. Une vérité qu'elle ne pourrait nier. La vengeance ne sera donc pas sanglante, elle sera chirurgicale. L'objectif n'est pas de détruire un corps, mais de pulvériser une illusion. De faire s'écrouler tout le monde de mensonges sur lequel sa sœur a bâti sa nouvelle vie. On arrive au grand final, 5e partie, qui porte justement le titre de cette phrase fatidique. Le moment est venu. Fini d'observer dans l'ombre. L'heure de la confrontation a sonné, et elle va entrer en scène. La porte du bar s'ouvre. La petite cloche qui tinte d'habitude joyeusement sonne maintenant comme un glas. Et instantanément, un silence de mort s'installe dans la pièce. Elle n'a pas eu besoin de crier, sa seule présence a suffi à tout geler.
En une fraction de seconde, le pouvoir a changé de camp. Puis vient le moment clé, le contact visuel. Pendant un instant infime, le masque de sa sœur tombe. La narratrice voit la peur, la surprise et un fantôme de regret. Ça veut dire qu'au fond d'elle, sa sœur sait. Elle sait ce qu'elle a fait. Mais cette lueur de vulnérabilité est immédiatement écrasée par un masque durci, la façade qu'elle s'est construite pour survivre à sa propre trahison. Et c'est là qu'elle prononce les mots. Pas un cri, non, à peine un murmure. Mais c'est un murmure qui coupe l'air comme une lame. C'est le calme avant la tempête. Cette question n'attend pas de réponse, c'est une déclaration. C'est l'annonce que la partie est terminée. La tension est à son paroxysme. Cette histoire nous laisse donc avec une question fondamentale. En utilisant la vérité comme unique arme, la narratrice cherche-t-elle la vengeance ou cherche-t-elle une forme de justice? La frontière entre les deux est incroyablement mince. Et c'est sur cette ambiguïté morale que le récit nous abandonne, suspendu dans le silence pesant qui suit cette question.